quand vous saignez, quand vous perdez, quand on vous donnez 500 millilitres de sang, la pression a tendance à baisser, moins de décharge des fibres baroréceptrices, et en réponse à cette baisse de pression, vous aurez une inhibition vagale, une inhibition du parasympathique à destinée cardiaque. Si on le ralentit moins, ça veut dire qu'il s'accélère. Et pour ce qui est du sympathique, une activation sympathique qui tend à accélérer le cœur et à contracter les artères. Le fait de combiner accélération cardiaque et contraction vasculaire corrige la tendance à la chute de pression. Ça va? Vous ne souffrez pas trop? Bon. Alors, on passe à une deuxième histoire. Que je vous ai appelée histoire courante. Et là, je vous montre des champignons. Connaissez-vous le nom de celui-ci à gauche? Pardon? L'amanite tumouche, tout à fait. À ne pas confondre avec l'amanite phalloïde, exactement, qui, comme son nom l'indique, ressemble à un phallus. Donc vous ne pouvez pas vous tromper a priori, à moins d'être particulièrement mal équipé. Tumouche, vous avez raison de le dire, parce que mosca, en espagnol, c'est la mouche. Donc c'est l'amanite tumouche. C'est l'amanite tumouche parce que si on regarde autour de cette amanite, il y a des mouches mortes, d'où son nom. Pourquoi des mouches mortes? Parce qu'il y a des produits toxiques dans ce champignon. Mais ça n'est pas le plus concentré en muscarine, qui est l'agent à l'origine de sa toxicité. Il y a d'autres champignons qui ont l'air bien innocents. Et je me souviens, quand j'avais posé cette question d'examen, j'ai un étudiant qui m'a mis tout le détail des concentrations en muscarine des différents champignons et qui m'avait reproché à l'époque d'avoir choisi de l'amanite tumouche dans le sujet d'examen. Donc je l'ai corrigé pour mettre un autre champignon puisqu'il avait entièrement raison. Mais il faut déjà le savoir. C'était un mycologue averti. Alors, on va imaginer que c'est M. Jean Coulmel, qui est un francilien toute la semaine et qui vient durant ses week-ends en Sologne. Un matin, il va dans la forêt de Chambord pour cueillir quelques champignons. Il a beaucoup plu, on est en septembre. Donc, il retrouve plein de champignons. Il est heureux, il les ramasse. Et puis, après avoir mangé une belle salade, 1 heure après, son épouse, ses enfants et lui-même ont mal au ventre. Avec en plus des nausées. Le fils vomit, la femme a la diarrhée. Lui, il serre un peu les fesses, ça a l'air d'aller. Sa fille aussi. Mais particularité, ils ont tous les 4 très chauds. Ils suent à grosses gouttes. Ça, c'est absolument typique. Ils se sentent vraiment très faibles. Ils toussent, ils bavent même. Le père était un asthmatique. Là, il fait une grosse crise. On appelle le médecin du village. Evag, ça vous met normalement sur la piste. Ça pouvait vous aider pour l'examen, mais bon, tous n'arrivent pas à lire ces petites choses. Elle constate qu'il y a des sibilants à l'auscultation du père, qu'il a des petites pupilles. Et là, Eureka, dit-elle, car elle vient de comprendre ce qui s'est passé. Les différentes questions. Première question. Comment est, selon vous, la tension de nos 4 malades? Comment est leur fréquence cardiaque? Détaillez les effets cardiovasculaires de l'agent en cause dans cette intoxication. La tension artérielle est... Comment? D'après ce que je vous ai dit déjà, elle est comment? Basse. Très bien. Plus faible. Et il y a beaucoup de raisons à cela. Il y a évidemment les effets proprement dits de la muscarine. On va le voir, mais en plus,
je vous ai parlé de vomissement, de diarrhée et de sudation, d'une sudation profuse très importante. Ils suent tous les quatre, ils perdent de l'eau et du sel. Rien que ça, déjà, ça intervient dans l'hypotension et la fatigue, en quelque sorte, liée à l'hypotension. Le cœur est lent. Alors, comment cela marche-t-il? Eh bien, les agonistes muscariniques vont agir sur des récepteurs sensibles à l'acétylcholine, puisque la muscarine reproduit les effets de l'acétylcholine au niveau des organes innervés par le système parasympathique, qui se trouve notamment au niveau du nœud sinusal. Au niveau du nœud sinusal, dans la paroi de l'oreillette droite, vous avez des cellules d'origine nodale qui sont sensibles à la noradrénaline et sensibles à l'acétylcholine avec des effets différents. Je n'aurai pas trop le temps de vous détailler. Et quand on active ces récepteurs cholinergiques du pacemaker, le cœur se ralentit. Il y a une hyperpolarisation qui explique le ralentissement cardiaque. Et l'autre effet, qui est une vasodilatation. Ça marche le micro? Est beaucoup plus compliqué à comprendre parce que il existe des récepteurs sensibles à la muscarine sur l'endothélium, et la muscarine, c'est un agent qui reproduit les effets du parasympathique, mais normalement, ces récepteurs présents sur l'endothélium ne sont pas activés, parce que le parasympathique n'innerve pas la paroi vasculaire. En plus, c'est sur l'endothélium. Donc, ces récepteurs sont là, ils sont de nature, si vous voulez, parasympathique, mais normalement, ils ne sont pas activés, ils sont en quelque sorte orphelins. Ils attendent que veuille bien circuler un agent muscarinique. Donc physiologiquement, ils ne sont pas activés. Mais lorsqu'ils sont activés par un composé circulant qui agit en quelque sorte comme l'acétylcholine, qui elle ne circule pas parce qu'elle est détruite immédiatement par des enzymes, des acétylcholinéstérases, eh bien, lorsqu'ils sont activés, ces récepteurs, ils génèrent une libération de monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote va diffuser, donc ça n'est pas du tout une action directe de la muscarine, c'est une action qui passe par le monoxyde d'azote, qui va diffuser dans la paroi pour aller relâcher les fibres musculaires lisses de la média. Et de là, la raison de cette vasodilatation artérielle qui contribue à la chute de pression. Il y a à la fois une diminution du contenu, une diminution du contenu, puisqu'il y a une perte d'eau et de sel, la diarrhée, les vomissements, la sudation, mais en plus, il y a un relâchement artériel, c'est-à-dire une baisse des résistances périphériques. La diminution de volume, ça contribue à réduire le volume d'éjection systolique qui intervient dans le débit cardiaque, et en plus de cela, on a l'action directe de la muscarine sur le cœur qui est à l'origine d'une bradycardie, d'un ralentissement cardiaque. Les récepteurs muscariniques à 7 domaines transmembranaires sont bien étudiés. Quand on administre un agent cholinergique dans la circulation, on observe une chute de pression due à l'activation de ces récepteurs endothéliaux et de cette libération de monoxyde d'azote, et un ralentissement cardiaque qui s'y associe. C'est une action directe, cette fois-ci, des agents cholinergiques sur les vaisseaux, enfin directe, c'est une action sur les vaisseaux et sur le cœur. Ça n'est pas un mécanisme réflexe, c'est ça que je veux dire. Là, pour le coup, la bradycardie, si vous prenez un cœur isolé, si vous le mettez dans une solution de Ringer et que vous mettez un composé cholinergique, le cœur se ralentit, si vous préférez. Donc il y a vraiment une action de l'agoniste cholinergique sur le nœud sinusal. Et puis l'action sur les vaisseaux, c'est la même chose, sauf qu'il faut de l'endothélium.
Il a été montré que s'il n'y avait pas d'endothélium, au niveau de la paroi artérielle, cette action des agonistes cholinergiques disparaissait. Donc ça passe par quelque chose qui est présent dans l'endothélium, qui est cette sensibilité aux agonistes cholinergiques. Il y a des récepteurs muscariniques à la surface de l'endothélium. Là, vous avez le sang, les cellules endothéliales, la monocouche, et puis la média avec toutes ces cellules musculaires lisses. Eh bien, la liaison d'un agoniste muscarinique au récepteur muscarinique de l'endothélium génère une libération de monoxyde d'azote qui diffuse comme tout gaz, à la fois à l'intérieur du vaisseau, mais aussi et surtout, ce qui nous intéresse, vers la média pour générer un relâchement des fibres musculaires lisses médiales. La fréquence cardiaque instantanée, celle qu'on a dans le Ringer, quand on a enlevé un cœur, ou celle qu'on a aussi chez les transplantés cardiaques, parce qu'on leur implante un cœur qui est dénervé, sans son innervation. La fréquence cardiaque intrinsèque, c'est celle qui existe quand il n'y a plus d'innervation sympathique ou plus d'innervation vagale, mais qu'on peut aussi générer en administrant un produit qui bloque les effets du sympathique sur le cœur ou qui bloque les effets du vague sur le cœur. Le sympathique, ça accélère, le vague, ça ralentit. Et la fréquence intrinsèque se situe entre les deux. Elle est d'environ 100 battements par minute. Alors justement, on peut s'intéresser à ce phénomène, petite parenthèse, et penser à la transplantation cardiaque. Christian Barnard avait fait la première. Je vous ai mis ceci n'est pas un schtroumpf, parce que c'est vrai que le chirurgien, avec son petit bonnet, il y ressemble. Et l'autre Christian Cabrol, a fait la première transplantation cardiaque en France. Eh bien, si vous arrivez à bien voir, un enfant en bonne santé a une variabilité de sa fréquence cardiaque qui est considérable. Pourquoi ? Parce qu'en permanence, vous avez des influx qui tendent à l'accélérer ou à le ralentir. Le cœur d'un enfant ou d'un adulte, bien sûr, sain. Mais si vous implantez un cœur, vous l'implantez sans son innervation. Et on constate alors que le cœur greffé a une fréquence absolument fixe, immuable, elle ne change pas. Parce qu'il n'y a plus ces effets d'accélération ou de ralentissement dus aux activations ou inhibitions du système nerveux autonome sur le cœur, c'est-à-dire du sympathique et du parasympathique. Et quand on est transplanté depuis plusieurs années, on voit réapparaître cette variabilité de la fréquence cardiaque qui traduit le fait que les nerfs repoussent en quelque sorte et sont capables de coloniser le nœud sinusal du cœur transplanté. On peut imaginer en quelque sorte que le receveur s'est approprié le cœur du donneur et il devient capable de moduler sa fréquence cardiaque par cette réinnervation qui génère des variations d'activité autonome capables d'accélérer ou de ralentir le cœur. Donc c'est quand même intéressant. Quels sont les autres effets de la muscarine ? Si on met de côté les effets digestifs du système nerveux autonome, c'est toujours un peu compliqué, ça, donc je préfère pas trop détailler. Mais quels sont les autres effets de la muscarine ? Je vous l'avais plus ou moins dit, il y avait des sibilants, ça sifflait dans les poumons. Et ça ressemblait à de l'asthme. Il y avait une bronchoconstriction. Il y avait un certain encombrement. En même temps que la bronchoconstriction, il y avait des sécrétions des glandes exocrines qui étaient augmentées. Alors c'était au niveau de la peau, la sudation qui est accrue, mais au niveau des bronches, il y a des sécrétions bronchiques et ça peut faire tousser, au niveau nasal aussi, au niveau de la salive, on peut baver, je vous l'avais mis dans les symptômes. Et on a un myosis, une petite pupille. On hospitalise nos amis à Romorantin-Lanthenay
qui se trouvent à côté de leur maison de campagne, quel traitement va-t-on leur prodiguer, sachant qu'on a fait le diagnostic d'une intoxication par la muscarine? Quel traitement va-t-on leur prodiguer? Je vous pose la question, vous dites 2-3 choses. Il n'y a pas de risque, ça ne s'entend pas dans le micro, donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, profitez-en. De l'atropine, j'aime bien. L'atropine, c'est effectivement l'antagoniste de l'acétylcholine au niveau des récepteurs du système nerveux parasympathique. Autrement dit, ça va avoir l'effet opposé de celui de la muscarine, donc c'est l'antagoniste, alors que la muscarine est l'agoniste, c'est très bien. Et puis c'est tout? Ouais, vous n'êtes pas encore dans la pratique, alors ça se voit bien. C'est pas grave, vous êtes pharmacologue, on ne peut pas vous le reprocher. Mais quand on traite les gens, s'il y a une hypotension, si on s'est déshydraté, on commence par perfuser de l'eau et du sel. Hein, c'est ce qu'on appelle un traitement symptomatique. Vous l'avez appris l'année dernière. Le traitement, disons, étiologique, ça serait de donner de l'atropine, mais le temps que ça agisse, on commence par remplir. Même si vous êtes brillant et que vous avez compris que c'est la muscarine, il faut commencer par compenser les pertes hydrosalines ou hydroélectrolytiques, comme vous voulez. Donc on réhydrate et on compense les pertes. Et on donne de l'atropine, c'est très bien. L'atropine, là aussi, dans un cours de PACES, j'avais mis cette figure et un de mes collègues pharmaciens, qui s'y connaît énormément en botanique, m'a dit « Je suis désolé Jean-Luc, mais c'est une morelle noire qui contient aussi de l'atropine que tu montres. Ça, c'est les bons fruits. » Donc, vous avez dû avoir le poli avec cette erreur que je ne vous avais pas signalée. Maintenant, je peux l'avouer. Vous l'aviez appris par cœur et c'est très bien. Mais j'avoue mes fautes.